Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Revaux, qui est cofondateur de la solution Dylan, qu'il a créée avec Yazid et Aurélien. Voilà, donc avec Stéphane, on va échanger un petit peu sur son offre, enfin leur offre, du coup, et ce qu'ils peuvent proposer en termes de solutions de financement pour les personnes âgées. Donc en l'occurrence pour vous, potentiellement pour vos parents ou votre proche âgé, une solution que vous pourrez envisager ou en tout cas dont vous pourrez leur parler. Bonjour Stéphane, bienvenue. Bonjour, Merci d'être là pour cette, alors, voilà, enchanté d'être là. cette interview et je pensais que c'était effectivement intéressant qu'on puisse échanger ensemble parce que, voilà, je l'ai dit rapidement, mais après tu vas expliquer beaucoup plus en détail ce que vous proposez chez Dylan. Mais ce sont des solutions de financement et je sais, moi j'ai travaillé un peu dans la banque il y a longtemps maintenant, mais je sais que c'est toujours un univers qui paraît un peu nébuleux pour beaucoup de personnes. Et en l'occurrence, quand on parle de solutions de financement pour nos proches âgés, il peut y avoir encore plus d'ailleurs soit de craintes ou alors de questions. Donc je pense que c'est intéressant qu'on puisse en discuter ensemble et puis du coup que tu puisses expliquer dans le détail ce qu'il en est. Oui, tout à fait, avec plaisir, c'est vrai. Tout à fait dispo pour briser un peu quelques tabous et parler un peu finance avec ses parents, ce qui est jamais facile au départ. Voilà, mais bon, qui peut somme toute être extrêmement bénéfique sur pas mal de points. Exactement. Alors déjà, est-ce que tu veux démarrer peut-être par te présenter, donc toi et Aurélien et Yazid, et qu'on puisse comprendre pourquoi, qu'est-ce qui vous a amené ensemble, et puis qu'est-ce qui vous a amené à cette idée de Dylan? Tout à fait, on est trois cofondateurs qui nous sommes retrouvés autour du même constat, c'est-à-dire que il y avait partout dans le monde de plus en plus de solutions offertes aux seniors pour se financer et que la France, elle, restait plus ou moins bloquée. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez plus de 65 ans, votre banquier, à part changer l'assurance habitation, il n'a plus rien à vous proposer. Alors même que vous êtes encore jeune, vous avez plein de projets. Et puis, plus vous avancez dans l'âge, moins il y a de solutions. À part éventuellement des solutions de type viager, qui pour l'essentiel aujourd'hui sont du particulier à particulier et qui sont pleines, et on y reviendra, de problématiques. Et nous, on s'est dit il y avait des choses à faire pour rendre le sujet peut-être plus limpide, plus simple, aussi et aussi pour y mettre plus de liens pour financer un maximum de personnes. Yazid, lui, revenait des États-Unis. C'est un multi-entrepreneur. Il revenait des États-Unis quand je l'ai rencontré et il avait vu exploser les nombres de solutions aux États-Unis de financement pour les seniors. Moi-même, j'étais à l'époque chez Corian, désormais Clariane, qui est un des leaders européens de la gestion de maisons de retraite, mais pour lequel j'avais aussi travaillé au développement du domicile. Et c'était à ce moment-là où je m'étais aperçu que le sujet de l'accessibilité financière des services à domicile était un vrai problème, y compris pour des gens qui parfois avaient des patrimoines élevés, mais simplement pas de retraite suffisante pour se payer le maintien à domicile, et où du coup ils finissaient par déménager, aller en maison de retraite alors même qu'ils auraient voulu rester à domicile le plus longtemps possible ou jusqu'au bout même, et où ça aurait dû pouvoir être possible. Et enfin Aurélien, qui lui, pendant que j'étais chez Corian, était chez AXA, où il travaillait notamment sur les sujets de prévoyance dépendance. Donc il était aussi très sensibilisé à ce sujet. Et on s'est vraiment retrouvé autour de ce sujet-là en se disant, c'est aujourd'hui toute la silver economy parle de services aux personnes, parle de technologie, d'adaptation du domicile, et personne parle de comment on va faire pour payer tout ça. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. L'immobilier nous a semblé être le meilleur axe parce que plus de 80% de la population est propriétaire de plus de 65 ans. Ils sont pour l'essentiel pas endettés et donc ils sont assis avec leur résidence principale qui compose, allez, grosso modo, 2 tiers du patrimoine moyen d'un ménage français. Et ils sont assis dessus et ils sont assis sur une source de richesse dont ils peuvent rien faire. Et donc, on s'est dit qu'il y avait, voilà, il y avait quelque chose à faire pour moderniser tout cela et aller financer
ces personnes et leur permettre d'améliorer leur retraite durablement pour leurs projets, pas que pour le maintien à domicile, aussi pour tous leurs projets. Et nous, on le voit avec toutes les personnes qui nous contactent. Il y a une multitude de situations et une multitude de projets autour de l'amélioration de ces conditions financières et de sa retraite. Oui, parce que l'avantage, c'est qu'effectivement, on n'est pas juste en train de parler de l'adaptation en termes techniques du logement. Ça peut passer après par tout un tas d'autres possibilités d'ouverture en fait sur des champs de loisirs, de voyages et des choses comme ça qu'on peut pas forcément se permettre via son patrimoine financier hors immobilier en fait. Mm. Tout à fait. Il y a, la plupart des gens, d'ailleurs, viennent pas forcément nous voir avec un projet d'adaptation du domicile dans une vision je veux maintenir mon autonomie ou j'ai besoin de me payer X heures d'auxiliaire de vie. En général, il y a des questions de donation aux petits-enfants, d'amélioration du confort. Avant les questions d'accessibilité, il y a le je veux changer ma chaudière parce que j'en ai marre de payer ma vieille chaudière au fioul et j'ai pas l'argent pour faire les travaux. Donc, je vais vendre ma nue propriété pour avoir les moyens de réaliser ces travaux-là et bien vivre confortablement. Je veux réaliser des voyages parce que je suis encore en forme. J'ai 75, 80, 85 ans et je suis encore en forme. Et en fait, tant que je suis en forme, j'ai envie de pouvoir en profiter. Je veux aussi rendre service à, par exemple, un de mes enfants qui, suite à un divorce, a besoin de se reloger et a besoin donc d'avoir des liquidités. Et donc, bah, je vais anticiper sur la succession et lui faire une donation pour qu'il ait de l'argent quand il en a besoin et pas quand il aura 60 ans. Mm. L'âge moyen d'héritage aujourd'hui, c'est 59 ans. Donc, en général, on hérite à un moment où on n'a plus besoin de forte liquidité. Et donc là, on peut du coup euh, avoir ce type de réflexion-là, de donation de son vivant. Et puis enfin, des gens qui même viennent pour des raisons fiscales, parce que ils sont dans des régions où leur maison a tellement augmenté de valeur sur les 20 dernières années qu'ils sont redevables de l'IFI. Et donc, vendre à un tiers la nue propriété permet De se de ne plus dégager. avoir à déclarer que l'usufruit et donc de se dégager de cette imposition-là qui fait jamais plaisir. D'accord, ah oui, je voyais pas aussi cette raison-là, mais effectivement, c'en est une. C'est plus anecdotique, ça concerne beaucoup moins de monde, mais il y a tout ça pour dire qu'il y a tout un panel. Ça peut concerner quelqu'un qui veut s'acheter une résidence secondaire ou un mobil-home sur la côte pour y vivre la moitié de l'année. Et ben, il va pouvoir utiliser l'argent qui est bloqué dans sa résidence principale pour faire ça et avoir les moyens du coup d'améliorer grandement ses conditions de vie à faire. D'accord. Et alors, du coup, pour ceux qui sont pas du tout connaisseurs en fait de ce type de financement et qui n'en ont même jamais entendu parler, c'est quoi la vente de la nue propriété? Alors, si on prend toute une propriété, parce qu'en général, on est pleinement propriétaire de sa maison, la propriété, elle est divisée entre la nue propriété, finalement, c'est les murs, et le droit de vendre ta maison. Et l'usufruit, qui est le droit de profiter des murs. Dans l'usufruit, il y a le fait de l'habiter, qui est le droit d'habitation, et le droit jouir des fruits, c'est-à-dire de mettre en location tout ou partie de la maison, d'avoir, j'en sais rien, une étudiante infirmière à domicile qu'on héberge contre service, d'avoir même son petit-fils qui vient faire ses études dans ma ville et que je vais accueillir. Ben ça, c'est en soi, même si c'est gratuit, c'est user des fruits de son bien. Et nous, en tant qu'investisseurs, on va venir juste se porter acquéreur de la nue propriété, ce qui fait que pour la personne qui nous vend sa nue propriété, rien ne change. C'était le plus important, c'est-à-dire que elle n'est pas restreinte dans les droits qu'elle a par rapport à sa maison. Elle va pouvoir continuer à vivre dedans. Si elle veut faire un Airbnb parce qu'elle vit dans une région où c'est intéressant de faire un Airbnb saisonnier, il n'y a pas de problème. Si à un moment elle peut plus rester chez elle, elle va pouvoir mettre en location sa maison, ce qui va pouvoir payer tout ou partie, par exemple, d'une résidence-service ou d'un EHPAD. Et donc, elle va réellement pouvoir continuer jusqu'à sa mort à profiter de sa maison, même si elle, entre guillemets, n'en possède plus les murs, puisqu'elle nous a donné elle nous a vendu sa nue propriété. Ça présente un avantage notable de clarté par rapport, par exemple, à
un viager où on a un droit d'habitation simple qui, qui fait qu'on n'est pas censé pouvoir louer. Alors, tout peut s'aménager par contrat, mais après on rentre dans des complexités parce qu'on doit vraiment avoir une ingénierie contractuelle compliquée. C'est un droit d'usage, ça peut se perdre. Et donc, nous, on a fait le choix de se pencher plutôt que de se pencher sur du viager, de se pencher sur la nue propriété, parce qu'on trouvait que c'était beaucoup plus clair de le faire comme ça. Ça nous permet également, par exemple, de nous porter acquéreurs de nue propriété, y compris lorsque les parents ont fait des donations de leur vivant d'une part de nue propriété à leurs enfants. D'accord. On va pouvoir soit racheter la totalité, c'est-à-dire que les enfants, en plus, ça peut les arranger parce que ça peut leur permettre aussi d'accéder à de la liquidité et donc de matérialiser les donations que leurs parents leur ont fait peut-être 10 ans avant, à un moment où ça peut aussi leur servir, avec une nue propriété qui est valorisée en fonction de l'âge de leurs parents, donc qui en plus est bien valorisée. Et sinon, on peut même se porter acquéreur d'une partie de la nue propriété. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on devient co-nu propriétaire avec les parents, avec les enfants. Les parents conservent la totalité de l'usufruit du bien et, à la succession, on deviendra, puisqu'il y a extinction de l'usufruit à la succession, on deviendra copropriétaire avec la succession. Et à ce moment-là, la succession a le choix entre nous racheter notre part ou dire, ben non, Dylan, on a autre chose à faire, on a une succession à gérer, vendez l'appartement ou la maison et on se partage les fruits. Et on récupère notre part. Et c'est beaucoup. Et comme on s'est mis d'accord dès le moment où Dylan est rentré, en fait, on s'est mis d'accord au travers d'une convention d'indivision qui inclut les enfants sur ce qui allait se passer au moment de la succession. On a en fait abordé plein de questions qui sont des gros tabous dans beaucoup de familles du vivant des parents, mais on a anticipé beaucoup des problèmes qui arrivent classiquement lors des successions où se pose la question que personne n'a osé se poser auparavant, qui était de dire qu'est-ce qu'on va faire de la maison alors que tout le monde habite pour l'essentiel loin en fait maintenant de ses parents. Donc personne, dans la plupart des cas, personne va garder l'appartement, mais comme on s'est pas mis d'accord sur comment on allait s'y prendre pour valoriser l'appartement, qui allait le mettre en vente, comment on allait, à quel prix on allait être d'accord de le vendre, eh bien tous ces éléments-là, nous on les a anticipés avec les familles au moment où nous on devenait copropriétaires auprès de ces familles. Et ça permet d'éviter un grand nombre de conflits familiaux. Et puis, ça permet aux familles de se concentrer sur tout le reste de la succession et de se partager des fonds liquides et non pas une maison, ce qui est quand même beaucoup plus facile. Oui, surtout que j'imagine qu'une personne qui va prendre la décision de revenir vers vous et de vendre la nue propriété, généralement, c'est un parent qui sait que ses enfants sont plutôt à l'abri, ont déjà un toit au-dessus de leur tête et n'auront pas besoin en fait de ce bien familial par la suite et une fois qu'ils sont décédés. Donc, enfin, voilà, je pense que j'imagine que la plupart des profils, c'est plutôt ça. C'est soit ça, soit même une motivation de dire je ne veux pas que mes enfants et on a eu le cas comme ça d'une personne qui dit ma fille n'a aucune appétence pour la gestion. C'est une créative, elle a aucune appétence pour la gestion. Je ne veux pas qu'elle ait à gérer des choses comme ça. Donc, je veux qu'elle ait que du cash à gérer le jour de ma succession. Donc, je vends ma nue propriété. Comme ça, l'appartement est déjà vendu. J'utilise, parce que j'ai le droit de me faire plaisir, j'utilise une partie des fonds. Les autres fonds, je les place. Donc c'est pas de l'argent perdu. Hein. Et finalement, dans le temps, j'aurais récupéré quasiment la valeur de mon appartement en ayant tout géré avant. Ouais, donc oui, c'est vrai que c'est intéressant, effectivement. Ça permet d'enlever, parce que tout le monde n'a pas cette envie de gérer de l'immobilier, en fait, de gérer la vente ou de conserver même le bien familial par la suite, enfin, la gestion de la maison des parents à la location quelconque, c'est pas forcément une partie de plaisir, hein, donc. Alors, exactement, en général, on ne sait pas exactement ce qu'on veut en faire. Du coup, le bien se dévalorise, il met du temps à se vendre.
vendre et il fait une bonne affaire pour quelqu'un d'autre. Donc ça permet réellement de simplifier cet élément-là. Ça permet de le simplifier aussi pour des résidences secondaires. Si quelqu'un, on a la maison en bord de mer, qu'on a au Sable d'Olonne, j'en sais rien, qu'on a que les parents avaient acheté dans les années 70. Il y a les enfants, les petits-enfants qui en ont profité. Maintenant, si on se retrouve en indivision, ça va être ingérable. Ouais. Donc en fait, cette maison-là, on veut pouvoir continuer à en profiter et c'est très bien, mais on sait que ça ne survivra pas au passage à la génération suivante. Donc autant l'anticiper et l'avoir prévu pour ne plus pour avoir en plus les moyens de s'en occuper. Ouais, ouais, complètement. Donc J'avais pas vu ça. Oui, oui, c'est vrai que cette situation-là, certes, ne concerne pas tout le monde, mais quand on est effectivement dans cette chance d'avoir une résidence secondaire, clairement, enfin, ça fait partie des résidences secondaires ou pour des personnes qui ont investi, qui vont avoir des biens en location déjà, des petits studios, des choses comme ça. Du coup, c'est comment se dégager finalement de la gestion derrière, tout en conservant le en loyer. conservant les fruits Ouais. pendant tout le temps où je peux exactement. D'accord, super. Une question par rapport aux droits que l'on conserve en tant qu'usufruitier. Est-ce que on a le droit de faire des travaux de modification de la maison ou de l'appartement? Ouais. Et dans quel cadre? S'il y a une limite, parce que j'imagine que... Alors, l'engagement, on dit plus ça maintenant, je crois, en droit, mais l'engagement, c'est un peu de continuer à habiter en bon père de famille, même si ça se dit plus, je crois, légalement. Le point étant que du coup, on a le droit de faire tous les travaux de modification qu'on veut, euh, hormis si ça touche à la structure du bien. Ouais. C'est-à-dire que vous voulez casser une cloison qui est pas porteuse, il y a même pas, il y a même pas à le demander à Dylan. En revanche, vous voulez installer une véranda et du coup faire un grand agrandissement sur la maison en cassant une partie de la façade. Là, il y aura besoin de notre accord. En général, on va donner, enfin, en plus, quand on réalise des travaux, c'est généralement pour améliorer la maison, il y a aucun problème. Nous, par ailleurs, en tant que nu propriétaire, on est responsable de tout ce qui va être les grosses réparations, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'article 606 pour être technique du Code civil, c'est-à-dire toutes les grosses réparations de structure et de toiture. Donc, par exemple, il y a eu une énorme tornade comme il y a pu en avoir récemment qui a soufflé le toit. Eh bien, c'est à la charge de Dylan. En revanche, la chaudière est tombée en panne parce qu'elle avait 20 ans. Ça, c'est à vous, c'est de la maintenance normale. Mm. Vous voulez changer pour avoir une pompe à chaleur, et ben C'est aux c'est vous frais qui payez votre pompe de à chaleur, l'occupant, entre mais guillemets. vous avez les moyens de le faire puisque vous avez vendu votre nue propriété à Dylan. D'accord. Et là, peut-être que je dis une bêtise, mais il y a plus de taxes foncières en France, c'est ça? Alors, si, il n'y a Si. plus de taxe d'habitation. Ah, c'est la taxe d'habitation. C'est la taxe d'habitation qui a disparu. La taxe foncière reste bien là. Ouais, Elle a d'ailleurs beaucoup augmenté à certains endroits. Elle reste en revanche à la charge de l'usufruitier, d'accord. puisque il bénéficie des fruits. C'est bien là qu'il habite. Oui, C'est lui qui paye la taxe foncière. d'accord, ok. Donc, pour juste reschématiser de manière vraiment très résumée, si j'y arrive, parce que généralement je parle beaucoup. Donc, pour ceux qui ne sont pas du tout sensibles enfin, à cette notion de nue de propriété, donc en gros, on vend les murs. On reste propriétaire de l'usage du bien, donc on peut continuer à y vivre, on peut continuer de le louer à une tierce personne, à un membre de la famille, etc. Et vous avez une offre chez Dylan qui permet soit de vendre la totalité de ces murs, donc de cette nue propriété, ou partiellement pour ceux qui veulent effectivement conserver à garder la main et laisser l'opportunité derrière aux héritiers de pouvoir racheter cette part qui vous a été vendue à un moment donné au moment de la succession. Tout à fait. C'est ça, super. C'est exactement ça. Mm. Et c'est intéressant à la fois pour des gens qui, par exemple, n'ont pas d'enfants et n'ont pas envie de tout laisser au fisc, Mm. et des gens qui ont des enfants et des petits-enfants, souhaitent soit les aider maintenant, soit simplifier et organiser à l'avance toute la succession d'une manière beaucoup plus liquide.
Donc en fait, maintenant, dans le détail, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, le temps que ça prend, une fois qu'une personne, en fait, quelque part a pris la décision, sous combien de temps elle peut espérer que ça se fasse, et puis derrière, je pense la question qui va se poser pour beaucoup, à quelle valeur ça va se faire et comment vous calculez en fait cette nue propriété? Tout à fait. Alors, les étapes, elles sont assez simples. On a schématiquement 4 grandes étapes. On a une première étape qui est une estimation à distance. C'est tout le monde a à peu près une idée sur la valeur de son bien. Et donc, nous, on va avec des infos très simples sur l'âge des occupants. Vous avez, par exemple, vous êtes un couple, vous avez 80 ans. Et ensuite, quelques qualités du bien. Le bien, il fait 150 mètres carrés avec 300 mètres carrés de jardin, avec du double vitrage, avec une pompe à chaleur, justement. J'en ai installé une récemment. On va pouvoir évaluer la valeur du bien. On va la confronter aussi à la valeur que les personnes pensent avoir de leur bien, parce que à distance, on voit des choses et puis ensuite les gens se renseignent tous. En général, ils ont une idée quand même assez précise de la valeur de leur bien, parfois un petit peu trop élevée, mais ça c'est le marché qui veut ça. Et sur cette base-là, on va faire une estimation pour valoriser la nue propriété. Et la nue propriété, donc, elle va essentiellement tenir compte finalement de la valeur en face de l'usufruit, c'est-à-dire, et l'usufruit, c'est combien ça vaut le fait que je reste pendant, j'en sais rien, si j'ai 70 ans, j'ai 23 ans d'espérance de vie. Eh bien, ces 23 ans d'espérance de vie, par rapport à la valeur de ma maison, ça vaut quelle proportion de la valeur de ma maison. Et donc, on va faire cette première estimation et en discuter avec les personnes et leurs familles. Si l'estimation leur convient, et on va procéder à ce moment-là à une expertise pour confirmer la valeur du bien de manière indépendante. Nous, on fait appel uniquement à des experts qui sont signataires de la Charte nationale des experts immobiliers, avec voilà, de manière à s'assurer que la manière dont est faite la visite et l'expertise est complètement cadrée et toujours la même, ce qui est important pour nous, mais aussi pour les clients. Tout le temps avec des experts qui sont locaux, parce qu'il faut connaître le marché local et le marché le marché lyonnais n'est pas le marché marseillais, n'est pas non plus le marché de Barbizon. Donc il faut avoir une connaissance locale que nous on n'a pas à avoir, et puis on est rassuré nous justement d'avoir cette expertise externe. On n'est pas jugé parti sur le prix du bien, et sur la base du rapport de l'expert, on va être en mesure d'ajuster notre prix à la hausse comme à la baisse et de faire une offre ferme. Cette offre ferme, l'avantage, c'est qu'elle permet d'aller directement à la signature de l'acte authentique avec le notaire. Donc, on va avoir des délais légaux incompressibles parce qu'il faut faire une déclaration à la mairie, la déclaration d'intention d'aliéner, que la mairie a 2 mois pour répondre. Alors, dans certaines villes, elles sont super réactives. En 5 jours, elles ont répondu et on peut avancer très vite. Sinon, il y a un délai légal de 2 mois. Donc, on doit attendre les 2 mois. Et ensuite, on peut du coup passer à la signature, ce qui veut dire que si vous savez déjà que vous voulez vendre, entre le premier contact, l'estimation et l'acte authentique où vous réceptionnez vos fonds, il peut ne se passer que 1 mois et demi. C'est notre record, ça a été 1 mois et demi. Quelqu'un qui était pressé, il avait besoin de fonds pour s'occuper de ses parents. Il avait des parents très âgés qui avaient vraiment besoin de soins à domicile pour rester à domicile. Et il a pu faire ça parce qu'on a pu l'accompagner vraiment en 1 mois et demi. Ça peut prendre plus de temps si les notaires mettent plus de temps. Mais le délai, il n'est pas lié à nous, puisque nous, on fait une offre ferme sans condition, suspensive. Du coup, les choses peuvent aller vraiment très vite. L'intérêt aussi, c'est que vous avez eu finalement une visite de l'expert, éventuellement une visite préalable si vous avez voulu nous voir avant aussi, évidemment. Tout le travail préalable en fait à la prise de décision, il a bien sûr lieu avec nous. Il peut aussi durer longtemps. Vous avez des gens qui peuvent se poser des questions pendant 6 mois, pendant 1 an, c'est pas un problème. Nous, on est là pour les accompagner et réfléchir si la nue propriété est la bonne solution ou s'il y a d'autres solutions plus adaptées. Mais en tout cas, une fois qu'ils veulent vraiment vendre la nue propriété, c'est un processus qui est assez carré, assez rapide. Et qui est ajusté, encore une fois, il a l'avantage de ne pas être négocié.
C'est-à-dire que nous, on a un barème qui tient compte de l'espérance de vie des personnes, des contraintes ensuite de rendement, tout bêtement, parce que évidemment, quand on achète des murs et qu'on ne les revendra qu'au décès de la personne 15 ou 20 ans plus tard, eh bien, il y a quand même une exigence, un minimum de rendement qui fait que qui va être inférieur en général au rendement locatif, en dehors de Paris surtout. Euh, Ce rendement-là, il est inférieur au rendement locatif. Vous, vous perdez moins que si vous aviez vendu votre maison et que vous étiez remis à la louer. Vous êtes gagnant par rapport à une solution comme ça. Et donc, ce barème-là, il est très carré. C'est pour ça on ajuste à la hausse, à la baisse. Si le, si l'expert revient et dit, bah non, la maison, en fait, elle vaut 20% de plus, et bah, vous allez avoir 20% de plus. C'est un ajustement très carré et nous, on est assez content d'avoir une approche où il n'y a pas de négociation. On cherche pas à gratter, Ouais. on cherche pas, on a nos contraintes de financement qui font on peut pas fixer au-dessus d'un certain prix. Mais on cherche pas à aller gagner les quelques euros supplémentaires. C'est pas du tout la philosophie qu'on a. C'est ça, Pas c'est notre pas au mission. doigt mouillé. Et je dirais, c'est presque plus rassurant en fait par rapport, parce que si je me trompe pas, le viager, si on peut comparer en fait sur une notion qui est peut-être plus populaire par rapport à un certain âge, le viager c'est une estimation d'un agent immobilier ou de plusieurs agents immobiliers avec une décote en fonction de l'âge, donc comme tu le disais pour toi, mais au départ il n'y a pas un expert, parce que bon, agent immobilier, oui, il y a des très professionnels. Tout comme derrière, voilà, on peut avoir des expertises, enfin en tout cas des évaluations qui sont pas toujours très cohérentes avec le vrai marché, hein. Alors sur le viager, il y a en plus d'autres éléments, c'est qu'il y a des barèmes qui font référence, qui sont et c'est très bien, mais qui font pas forcément qu'il y a un acheteur en face. Donc faut-il encore qu'il y ait un acheteur en face C'est ça. de ces barèmes-là. Nous, la différence, c'est qu'on est acheteur, hein, donc on a notre barème et puis on achète. Euh, L'autre différence, c'est qu'il y a en plus la complexité de dire, au lieu de toucher par exemple 50% de la valeur de ma maison en vendant la nue propriété, je vais toucher 10% en bouquet aujourd'hui, au jour de la signature, et le reste, donc les 40% restants, je vais les toucher en rente. Sauf que si je meurs 6 mois plus tard, renversé par un bus, c'est pour ma pomme. Et j'ai spolié ma succession de tout ce montant-là. Donc avec le viager, il y a une incertitude sur le montant final qu'on a touché. A contrario, si on vit comme jeune calment, effectivement, le notaire qui avait acheté le viager, puis l'autre notaire qui l'avait Ils encore sont décédés acheté, avant. a au final payé 2 fois et demi la maison. C'est sûr qu'il a fait une très mauvaise affaire. Mais bon, c'est de l'anecdote, c'est pas la réalité pour tout le monde. La réalité et l'intérêt que ça a, c'est que nous, on a une somme. Vous savez combien vous touchez. Il n'y a pas de rente. Vous pouvez placer aujourd'hui avec les remontées de taux, vous pouvez placer de manière intéressante les fonds qui vont pouvoir du coup faire des petits et vous permettre d'encore augmenter le capital. Et donc vous avez une solution qui est surtout très transparente, où il n'y a pas d'incertitude. Et c'était nous la volonté qu'on avait, c'était de dire il n'y a pas d'incertitude. L'incertitude, nous on l'a sur au final. Oui, si vous vivez 10 ans de plus, c'est notre. Nous on gagne moins, il y a moins de rendement, c'est comme ça. Mais il n'y a pas de risque sur l'argent. Et de la même manière, il n'y a pas de risque. Par exemple, quand vous prenez un viager, l'acheteur, vous faites le pari que l'acheteur va pouvoir payer ses rentes, payer les rentes toute sa vie, enfin, toute votre vie. Ce qui est un gros pari parce que quand il y a de l'inflation, les rentes elles sont indexées. Et donc si les rentes elles augmentent comme cette année de 5%, il y a des gens qui commencent à ne plus pouvoir les payer. Et ensuite, il va falloir rentrer dans des démarches juridiques, administratives pour récupérer la propriété du bien puisque votre acheteur il paye pas ses rentes. Chose qu'on a rarement envie de faire quand on a 85 ans ou 80 ans. On n'a pas envie de se dire que si dans 5 ans tout plante,
je vais me retrouver avec une procédure judiciaire à mettre en place, des frais d'avocat. On veut quelque chose qui soit simple. Et en Oui, tout cas, notre rassurant, ouais, conviction. ouais. Et du coup, effectivement, c'est ce que tu disais également tout à l'heure, à partir du moment où derrière tout a été cadré et que vous êtes décideur enfin, de l'achat de la nue propriété, que tout a été confirmé vis-à-vis du prix, vous vous êtes engagé, il n'y a pas de retour en arrière et quelque part, les Exactement. délais, du coup, sont d'après ce que j'entends, donc en fait, on est sur des délais une fois que le contrat est signé immobilier classique en fait, parce qu'on a les délais de Exactement. notaire, etc. Mais il y a toute la partie de trouver l'acheteur qui ne se fait pas et donc on économise à ce niveau-là en fait. Nous, il est pas rare qu'on voit des personnes venir vers nous parce que ça fait 1 an ou 2 ans, même 2 ans, qui cherchent à vendre en viager. Mm. Et ils n'arrivent pas à trouver d'acheteurs. Il faut aussi trouver des acheteurs, des gens qui veulent vendre en viager à des particuliers pour des montants, quand ils ont des maisons qui commencent à valoir 500, 600, donc il faut financer 300 000 euros, Mm. qui ne peuvent pas financer en France par voie bancaire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent avoir autant d'argent à dépenser. Mm. C'est aussi, euh, c'est aussi une raison pour laquelle on est convaincu qu'il y a un marché pour qu'il y ait des professionnels qui soient là et qui aient cette capacité-là de donner directement tout le bouquet. Finalement, hein, la rente, c'est rien d'autre qu'un crédit vendeur. Hein. C'est parce que Ouais, c'est ça. vous n'êtes pas capable de vendre à 5, je prenais l'exemple vous avez la nue propriété qui vaut, j'en sais rien, 250 000. Il n'y a pas d'acheteur pour ce prix-là, donc vous allez vendre à 50 000 plus le reste en rente. Mais c'est en fait une concession que vous faites. Mm. Là, nous, on propose de ne pas faire de concession là-dessus. Et pourquoi ça se faisait pas avant, plus que ça, c'était pas, il y avait des lois qui le permettaient pas ou c'était pas. Alors, non, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a traditionnellement, le viager trouvait son marché. Il y a quelques professionnels qui sont mis sur le secteur, mais qui sont rentrés par la case financière. Donc, qui sont des SCI, qui ont collecté dans des contrats d'assurance vie beaucoup d'argent et qui se sont déployés en priorité sur des biens de très forte valeur. Donc, des maisons qui valaient plus d'1 million d'euros, plus de 1,5 million, parfois 3, 4, 5 millions d'euros. Donc, des très beaux biens qui répondaient du coup à des problématiques successorales, des problématiques patrimoniales particulières, mais qui ne s'adressaient pas à tout le monde. Parce que ça prend autant de temps d'aller s'occuper d'un bien à 3 millions que d'aller s'occuper d'une maison à 350 000 euros. Ça prend c'est exactement le même travail. Nous, on est rentré par le biais d'un besoin client et d'une mission qu'on s'est fixée, qui est de financer le plus de personnes possible. Ce qui derrière a sous-entendu que alors, on a des limites de transactions, on peut malheureusement pas s'adresser à tout le monde, mais on peut s'adresser, en gros, on couvre les 3 4 000 villes communes qui font 50% de la population française. D'accord. Donc, c'est-à-dire toutes les villes, toutes les grandes villes, les villes moyennes, leurs banlieues immédiates, et toutes les zones côtières. Donc, il y a malheureusement la grande ruralité, le fin fond de la Vienne. Aujourd'hui, on ne peut pas faire d'offres à ces clients-là. Mais en revanche, il y a beaucoup de gens pour lesquels on peut faire une offre et des gens qui n'intéressaient pas forcément les financiers parce qu'il y avait aussi des fonds qui achetaient des biens de prestige dans Paris parce que c'est bien, il y a un marché et c'est très bien pour ça. Mais du coup, il y avait personne qui achetaient, par exemple, un bien à Moulins ou à Angers dans ces conditions-là. Et donc nous, c'est avec ce parti pris-là qu'on est venu. Et on a aussi eu la chance de trouver des partenaires financiers qui avaient cette envie d'avoir un engagement de long terme, parce que c'est une détention de très long terme, et de faire ce pari-là avec nous. D'accord, super. Quel serait, enfin non, il n'y a pas de,
Parce que j'allais dire, nous, là, la vidéo, a priori, nous, on s'adresse aux proches, aux enfants, en fait, de personnes âgées. Par rapport au profil, en fait, de clients qui peuvent être concernés par cette vente de nue propriété, il y a pas de limite en soi, en fait. Dès lors que la personne a toutes ses facultés cognitives, qui prend la décision, etc. Je dis ça parce qu'il peut y avoir, tu disais, pour l'instant, la plupart de vos clients, ils sont encore indépendants, ils prennent la décision pour eux-mêmes. En revanche, dans ceux qui nous regardent, certains pourraient se dire, ah bah tiens, moi, clairement, mon proche est dans une situation de dépendance où on ne peut plus faire face en fait aux dépenses du quotidien, où il faut vraiment aménager en fait le logement, on n'a pas la capacité financière. Mais du coup, est-ce qu'il y a des limites Alors, particulières? je différencierais la dépendance physique, qui peut être très lourde à gérer, et être un vrai poids financier où les enfants ont besoin aussi de mettre au pot pour aider leurs parents, et la dépendance cognitive. Dans le second cas, on peut tout à fait gérer des situations où les personnes sont sous curatelle ou sous tutelle. D'accord. C'est simplement, il faut que voilà, il faut que la signature, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a une transaction notariée qui est sécurisée par le notaire qui veille au grain de ce point de vue-là. On cherche toujours à impliquer quand même les familles quand il y a des enfants, parce qu'on estime que c'est bénéfique dans tous les cas, que toute la famille soit au courant que telle transaction a lieu, qui a un impact qui n'est pas neutre sur le patrimoine familial. Mais on a également des enfants qui nous contactent parce que effectivement, le besoin en auxiliaire de vie fait que ils commencent à devoir, ils ont pioché dans les économies, ils commencent à devoir participer financièrement. C'est quelque chose que j'ai connu quand je travaillais dans le secteur de l'aide à domicile. Il y avait une proportion non négligeable de familles où il y avait de l'aide intergénérationnelle vers les aînés. Et là, c'est une solution qui apporte à la fois une sécurisation financière de son parent, une sécurisation financière pour soi-même aussi, et enfin l'assurance de pouvoir aller jusqu'au bout du projet de vie de son parent. Parce que et encore plus depuis le scandale Orpea, les gens ne veulent pas aller en EHPAD s'ils ont le choix. Et là, la question, c'est de leur redonner ce choix-là, plutôt que de dire, bah non, bah on va vendre la maison et puis tu vas aller vivre en EHPAD à quelqu'un qui est encore en mesure de rester chez lui. D'accord, super. Bah, écoute, en tout cas, je trouve que c'est très clair et ça simplifie en fait une notion qui est pas toujours évidente. Et je trouve intéressant de voir en fait les différents types de situations que ça peut concerner. Et clairement, en fait, on se rend compte que ça peut vraiment concerner tout le monde. Et je retiens aussi ce que tu disais. Alors après, bon, il s'agit de ne pas avoir soi-même d'enfant, mais quand on est soi-même aidant de son parent vieillissant et qu'on est propriétaire d'un bien immobilier, c'est aussi une solution qu'on peut mettre en pratique pour soi-même, histoire d'accompagner en fait son proche en avançant en âge, quand il n'y a pas d'autre solution. Bah, c'est de toute façon une manière, enfin, il faut réfléchir avec l'intégralité des outils à sa disposition finalement quand on est aidant. Il n'y a pas que la pension de reversion. On parle là notamment quand on parle de génération où il y a beaucoup de veuves qui n'ont pas forcément eu des carrières pleines et donc qui ont des pensions de reversion très faibles. Euh, c'est pas possible d'envisager le maintien à domicile avec juste ces outils-là et juste sinon l'aide des enfants qui veulent ou peuvent être en mesure d'aider. Le coût de l'autonomie du maintien à domicile, c'était la Silver Alliance qui l'avait calculé. Pour quelqu'un qui a 85 ans et plus, pour un ménage, c'est 1800 euros à peu près par mois, sachant que la retraite moyenne d'un ménage à cet âge-là, c'est 2150 euros. D'un ménage. Ça laisse un ménage. Donc, ça laisse pas beaucoup d'argent pour payer la nourriture, les charges et les impôts éventuels. Donc, quand on est propriétaire, quand on a des parents qui sont propriétaires, il faut absolument, en tout cas, l'envisager. En général, du point de vue des parents, nous, ce qu'on a constaté, c'est que ça n'est pas un tabou.
le, le, le tabou n'est pas du côté des parents. Le tabou financier, il peut être plus compliqué à aborder en tant qu'aidant, parce que le parent peut prendre ça comme une volonté, on va dire, d'anticiper la succession. Mm. Et ça peut être un sujet qu'il n'a pas forcément envie d'aborder. Mais à ce moment-là, effectivement, c'est pour ça qu'il faut des tiers et qu'il faut un notaire et il faut aborder en tout cas ces questions-là, qui sont en mesure de les aborder de manière sûre et confortable pour lui. Mais pour plein d'autres, c'est simplement que le sujet n'ayant pas été abordé, eux n'osent pas l'aborder parce qu'ils n'ont pas envie que leurs enfants se sentent pas bien sur ce sujet. Et du coup, personne n'aborde la situation. Or, finalement, une fois qu'on l'aborde, oui, on s'aperçoit que non, personne ne va garder la maison, ce n'est pas un sujet. Qu'en revanche, les enfants sont préoccupés par l'aménagement de la maison, son accessibilité ou son confort, et puis par la capacité actuelle ou future de payer de l'aide à domicile, et que donc ça devient une solution qui finalement est très dépassionnée et qui satisfait tout le monde. Ouais. Oui, donc en fait, bon après, t'as pas de tips en fait pour essayer de lever justement ces freins, mais à la discussion. Parce que comment on fait en fait pour aller voir son proche en lui disant voilà, j'ai entendu parler d'une solution qui pourrait te permettre de te libérer un petit peu là ton argent de patrimoine. Comment on fait ça? Mais je pense que le premier point, c'est d'arriver à tomber d'accord sur le fait qu'il y a en tout cas qu'il y a une problématique, parce que il se peut aussi très bien que pour le parent, il n'y ait absolument en réalité aucun problème identifié. C'est la situation classique du parent qui est dans le déni complet, qui d'ailleurs très souvent maintient bien son autonomie, donc il ne faut pas non plus le dévaloriser. Mais il faut arriver à identifier ces petits points-là sur lesquels on va dire, tu vois que tu n'arrives plus à ça, que là, il y aurait besoin de ça. Tu vois que l'entretien du jardin, il y a besoin de ça. Tu vois que pour monter le demi-étage du pavillon qui a été construit dans les années 60, à un moment où il y avait zéro norme et où on réfléchissait pas à l'accessibilité, ce serait bien qu'il y ait une rampe parce que tu t'es cassé la hanche l'année dernière et que ça a été un enfer pour le... C'est en se mettant d'accord sur des petites choses et en faisant la somme, on dit, mais comment on va faire pour payer pour tout ça qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les différentes solutions. Et en fait, derrière la solution quand on veut rester, il faut aussi se mettre d'accord sur le fait qu'on veut rester chez soi. Parce qu'il y a des gens qui aussi vont faire le choix de vendre, d'aller vivre en résidence senior, et pour qui c'est une super solution. Nous, même quand on a souvent des gens, nous on s'adresse aux gens de plus de 70 ans, mais pour les gens qui ont moins de 70 ans, recommandation que je fais souvent, c'est de dire, avez-vous considéré l'idée de déménager? Parce que vous allez tirer 100% de votre patrimoine, de la vente du bien, et vous allez vous installer dans un appart plus rationnel, dans une maison accessible. Est-ce que c'est une solution? Il y a des gens pour qui c'est pas envisageable, mais en tout cas, ça fait partie des choses qu'il faut avoir envisagées. Et une fois qu'on est d'accord sur, mais non, moi je veux rester dans mes souvenirs, c'est ma maison, regardez, c'est vos chambres là, c'est là où j'ai tous mes souvenirs, c'est là que je veux être. Et du coup, il y a les solutions, elles sont finalement entre est-ce que j'ai des besoins limités financièrement qui font que, par exemple, un prêt viager hypothécaire pourrait être intéressant. Est-ce que j'ai des besoins plus forts qui font que une solution partielle ou totale de une propriété serait intéressante. Et une fois que tout ça a été posé, finalement, la discussion, elle peut être posée de manière très simple et très dépassionnée. Nous, on est typiquement un interlocuteur tiers où on propose une solution, mais on connaît aussi le reste du marché. Donc, on peut poser ce panorama-là. Le notaire est toujours un très bon conseil aussi. Et donc, il faut pas hésiter à faire rentrer aussi une troisième personne si on voit qu'il y a un blocage à avoir cette discussion-là.
finalement. Ouais, après, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, aller voir le notaire pour aller poser la question, bon, ça va se prêter aux personnes qui ont envie de préparer déjà, et pour qui la question n'est pas taboue. Dans ces cas-là, je pense que je retiendrai que vous avez, vous, ces connaissances quand même du marché, avec les différentes solutions qui peuvent se présenter, même si vous, forcément, enfin, vous n'êtes pas sur un principe d'aller conseiller en fait sur plus telle une ou telle autre des solutions, mais malgré tout, ça peut en tout cas être une porte d'entrée de venir vous parler, d'exposer Nous, sa notre situation. intérêt, c'est que Ouais. tout le monde soit aidé. Mm, Derrière, si la bonne solution, c'est un prêt viagé hypothécaire, mm, on a des partenaires qui savent faire ça très bien. mm. Si la bonne solution, c'est de vendre la maison tout simplement, et que vous connaissez aucun bon agent autour de chez vous, on en connaît très certainement aussi, puisqu'on leur parle, c'est des partenaires du quotidien. Donc, Ouais. même ces solutions-là, on peut aussi les trouver. Évidemment qu'on a notre métier d'acheteur en nue propriété, mais on a aussi cette volonté, cette mission de conseiller les gens et de pas les laisser dans la panade. Moi, j'ai des gens qui nous ont appelés aussi, même simplement parce qu'ils cherchaient une aide à domicile. Mm, Bah, on va pas les laisser leur dire, ben non, c'est pas notre métier, au revoir madame. mm. Dans ces cas-là, on les oriente vers un, deux ou trois prestataires qu'on connaît et qui peuvent localement répondre très certainement bien à leurs besoins. Parce que on peut pas laisser des gens qui ont des besoins Oui, des dans besoins, des inquiétudes, oui, tout c'est à pas fait. l'idée. Mm. D'accord. Super. Bah, je pense que c'était, je trouve très intéressant, très clair. Voilà, je pense que tout le monde a dû forcément comprendre ce principe de nue propriété, et je pense que on voit bien maintenant l'esprit de Dylan, parce que derrière, je pense qu'effectivement, c'est beaucoup l'esprit de la société qui est importante finalement dans ce type de démarche, et comment vous envisagez votre proposition, vos conseils. Et donc bah là, voilà, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, vous êtes vraiment dans l'accompagnement autant que possible et le mieux possible de vos clients, et même si ceux-ci ne seront pas vos clients d'ailleurs, dans un premier temps. Donc c'est très rassurant. Merci Stéphane pour tout ça. Je ne sais pas si tu Je t'en as prie. un mot de la fin, peut-être. J'aime bien demander du coup qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Dylan pour allez, les prochains mois qui viennent. Et ben d'arriver à accompagner toujours plus de personnes dans leur projet financier pour qu'ils puissent améliorer leur retraite et vivre une retraite heureuse et autonome. Super. Bah écoutez, à vous qui nous regardez, en tout cas, vous aurez le lien de la page Dylan sur la plateforme Tout pour les aidants en commentaire de cette vidéo. Du coup, je pense que vous avez bien compris. Si vous avez la moindre question, voilà, des choses qui n'étaient pas forcément claires, ou que vous voulez pousser un peu plus l'investigation par rapport à votre situation personnelle ou à celle de votre proche, n'hésitez pas à contacter Dylan. Voilà, Stéphane et ses équipes seront toujours ravis de vous répondre. Merci à tous, merci à toutes. Merci beaucoup Stéphane pour Merci cette beaucoup. interview. Bonne journée à tous, Merci. au revoir.